Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité ont mené une opération d'interpellation de présumés terroristes à Rayongo, à Ouagadougou. 3 suspects et un gendarme sont morts dans cette opération qui a duré de longues heures. Le bilan complet à suivre dans ce journal avec le ministre de la Sécurité qui était face à la presse cet après-midi. Une nouvelle étape vient d'être franchie pour le programme 40 000 logements initié par le gouvernement burkinabé. Il s'agit de l'étape des attributions avec 1260 logements déjà prêts à Bassenko. Comment va se passer concrètement cette opération d'attribution? La réponse vous sera donnée dans ce journal par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat qui est l'invité de ce 20h. Au Burundi, les résultats provisoires du référendum sont connus depuis hier. Les Burundais ont largement approuvé une réforme de la Constitution qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester en poste jusqu'en 2034. Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, une opération antiterroriste a eu lieu dans la nuit d'hier à aujourd'hui à Rayongo, un quartier périphérique de Ouagadougou. Elle a donné lieu à des tirs entre les forces de défense et de sécurité et des présumés terroristes qui ont voulu résister. Le bilan de l'opération avec Césaire Carrefour et Vincent Tchendrebugo. Quartier de Rayongo à la périphérie de Ouagadougou. Tôt ce matin, l'unité spéciale de la gendarmerie investit cette maison colorée. Il s'agit d'une cour commune où des individus suspects sont signalés. Très vite, des échanges de tirs, des tirs nourris qui vont durer de longues heures selon les témoignages des riverains. Il est environ 9 heures quand nous arrivons sur les lieux. Le calme est revenu, mais la zone est bouclée. Les curieux sont tenus à distance. Les stigmates sur la maison témoignent de la violence de l'opération. Le bilan est lourd, 3 suspects abattus, 1 suspect arrêté, un gendarme décédé après évacuation et 5 blessés, dont un civil. L'opération a également permis de saisir un important lot d'armements, d'explosifs et de tenues militaires, selon un communiqué officiel. Le procureur du Faso ainsi que le chef d'état-major de la gendarmerie nationale sont là pour des constatations d'usage et pour encourager les forces de défense et de sécurité. Pour l'heure, difficile de donner avec précision l'identité des suspects, mais une chose est sûre, l'opération a certainement permis d'éviter une nouvelle attaque d'envergure dans la capitale burkinabé. Et à la suite de cette opération à Rayongo, le ministre de la Sécurité a animé une conférence de presse cet après-midi. Pedro-Ndé Clément Sawadgo a donné plus d'informations sur l'intervention des forces de défense et de sécurité. Une intervention qui aura permis donc de mettre des terroristes hors d'état de nuit. Des précisions avec Amadou Ilboudo et Nyarkiteda. Les attaques contre l'état-major général des armées et l'ambassade de France du 2 mars dernier ont mis en alerte totale Clément Pedro-Ndé Sawadgo et ses hommes. Les services de renseignement ont été activés à fond. La police nationale, la gendarmerie nationale et l'agence nationale des renseignements n'ont pas du tout chômé. Les enquêtes se sont poursuivies avec le démantèlement de présumés groupes terroristes dans le quartier Rayongo de l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Dans la même zone, un premier groupe avait déjà été démantelé. Et certaines personnes sont toujours dans les liens de l'instruction sur la question de ces attentats du 2 mars. À partir de là, on peut disposer d'autres informations au fur et à mesure qu'on avance. Et c'est de cette manière qu'on a pu savoir qu'il y avait d'autres. Ils avaient un lien avec ceux qui ont agi le 2 mars. Le dispositif dont ils disposaient, si on peut parler ainsi, laisse paraître que ces personnes-là voulaient poser d'autres actions. Ils disposaient de fusils AK-47, de pistolets automatiques, des fusils mitrailleurs PKMS, des explosifs, un mobile transformé, un détonateur entre autres. Surpris, ils ont opposé un face-à-face aux forces de défense et de sécurité de 1h30 à 8h. À la fin, le bilan est lourd. 3 terroristes présumés ont été abattus. Un 4e a été capturé.
lui a été pris quand il était au niveau des toilettes. Et pour les besoins de l'enquête, ce dernier donc pourra être utilisé. Malheureusement, dans cette opération, qui est une opération à grand risque, nous avons perdu un de nos vaillants combattants qui a succombé de ses blessures, et nous avons également enregistré 4 autres blessés. Je dois préciser qu'il y a 2 civils également qui ont été blessés. Pour le moment, la nationalité des assaillants n'est pas encore identifiée. Seules les enquêtes vont préciser, à laisser entendre le ministre de la Sécurité. Clément Pekdouende Sabatougou a également confirmé la possession des effets d'habillement militaire par les terroristes. Il a aussi indiqué l'interpellation d'une trentaine de personnes pour des besoins d'enquête par la gendarmerie nationale. Voyons à présent ce visage, celui du héros du jour qui a donné sa vie pour défendre sa patrie, le maréchal des logis-chef François de Salé-Ouédraogo. C'est en 2010 qu'il est entré à l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale. Il était membre de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale depuis 2014. Il a succombé donc à ses blessures suite à l'opération menée ce matin à Rayongo. Il avait 28 ans. Toutes nos condoléances à sa famille et à celles des forces de défense et de sécurité. Et puis sachez que le président du Faso a réagi suite à cette opération menée par les forces de défense et de sécurité. Dans un tweet, Rochmar Christian Kaboré salue l'engagement des forces de défense et de sécurité qui a permis de démanteler un groupe terroriste. Autre point de l'actualité, le gouvernement prend la mesure de la situation de grève, situation qui prévaut depuis hier au ministère de l'économie, des finances et du développement. Le ministre en charge de l'économie et son collègue en charge de la fonction publique ont fait le tour de quelques services ce matin. Ils ont fait le constat que même si une bonne partie des agents ont déserté les lieux, le service minimum est assuré. Voyons cela avec Jean-Eudes Bayala et Maxime Zongo. C'est au pas de charge que les 2 membres du gouvernement tôt ce matin ont fait la ronde de quelques directions stratégiques de régie de recettes au niveau de la ville de Ouagadougou. Une sortie pour faire le point sur le terrain, mais aussi pour encourager les agents qui sont à leur poste. Il était 8h30 quand la délégation est arrivée à la direction des grandes entreprises. Visite de quelques services suivie d'un entretien avec le premier responsable. À Ouagagar, ceci expliquant peut-être cela, le mot d'ordre était moins suivi qu'ailleurs. Nous sommes un corps paramilitaire. Étant un corps paramilitaire, on a la chance d'avoir un peu plus de discipline chez nous que peut-être ailleurs. Voilà. Dernière étape de cette visite, la trésorerie régionale du centre. Au guichet, des agents assurent le service minimum à la satisfaction des clients qui s'impatientent. On nous a accueillis tout de suite, j'ai pris des renseignements même avec un caissier là, il n'y a pas de problème. Quel bilan retenir au terme de cette sortie sur le terrain? L'essentiel pour la délégation, c'est que la continuité du service est assurée. Sur 5 999 agents, nous avons vu que moins de 44% n'étaient pas à leur poste, moins de 44%. Mais je dis que c'est un bilan partiel puisque c'est 5 999 sur un effectif quand même qui peut atteindre les 8 000. Donc nous attendons d'avoir les dépouillements complets. Le message, ce n'est pas le plus important. Est-ce que oui ou non, les services ont fonctionné avec ceux qui sont venus? La réponse est oui. Les agents qui ont été réquisitionnés, qui ont refusé de déférer à la réquisition ou même qui ont refusé de recevoir, il faut qu'ils sachent qu'ils s'exposent à des sanctions de 2e degré. Et les sanctions de 2e degré, si vous allez lire la loi 081, ça signifie qu'il peut faire l'objet d'un abaissement d'échelon, il peut faire l'objet d'un retard d'avancement d'échelon, mais il peut faire l'objet d'une révocation. Aux grévistes, les 2 membres du gouvernement les invitent à revenir à de meilleurs sentiments et surtout à donner une chance aux discussions. C'est à ce prix, ont-ils insisté, que tout le monde y gagne. Dans l'actualité également, le programme 40 000 logements initié par le gouvernement amorce une nouvelle étape, celle de l'attribution des premiers logements déjà construits sur le site de Bassenko à Ouagadougou. Et ce sont plus de 1200 logements qui seront attribués pour cette première phase. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat était hier sur le site de ces logements. Le reportage de Nathalie Sawadougou Nabaloum.
Bonne nouvelle pour les souscripteurs du programme national de construction des 40 000 logements. Dès ce jour, ils peuvent confirmer leur demande de souscription. Des fiches de renseignement sont prévues à cet effet. C'est la principale information livrée à la presse par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat au cours de cette visite des logements de Basseko. La première phase, c'était les inscriptions. Maintenant, il y a des fiches que tous ceux qui se sont inscrits devront passer. Nous avons mis en place 3 sites, ou au siège du CGC à la cité Antrois, ou à Jean-Pierre, le Jean-Pierre Guingané à Pissy, ceux qui connaissent, ou au stade municipal, il y aura un guichet. Au total, 126 logements de type F2, F3 et 4 sont déjà prêts pour être attribués à cette première phase. Le coût varie entre 7 500 000 à 15 millions de francs CFA, et ce selon le revenu de chaque souscripteur. Si certains logements sont déjà achevés, d'autres sont en phase de construction. Des échanges avec les promoteurs ont permis au ministre de cerner les difficultés qui engendrent ce retard. Qu'à cela ne tienne, le ministre les a exhortés à davantage œuvrer pour la finition. Les problèmes de voirie n'ont pas été occultés. Le ministre Bonani rassure que des mesures sont prises pour permettre aux bénéficiaires d'être dans un minimum de cadre de vie décent et agréable. Nous allons plus en détail sur ce sujet avec le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Maurice Dieudonné Bonane, notre invité. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, Mme Kaouri. Alors, on vous a entendu parler des différents sites, mais concrètement, dans le fond, comment cette phase d'attribution de ces 1260 logements va se dérouler? Bien, avant de commencer, je voudrais rendre un vibrant hommage à ce vaillant combattant tombé pour la patrie ce matin même et adresser tous mes encouragements aux forces de défense et de sécurité et renouveler l'invite à la population à une plus grande collaboration avec nos forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité de notre pays. Effectivement, comme le reportage l'a si bien montré, nous avons fait une visite de chantier hier dans la matinée pour constater l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme de construction de logements, communément appelé le programme des 40 000 logements. Et à ce stade, nous avons constaté que nous pouvions commencer à déclencher le processus d'attribution de plus de 1260 logements de tout standing. Et c'est cette opération qui a effectivement démarré ce matin. Je peux vous confirmer que plus de 500 souscripteurs ont déjà retiré les fiches dans le cadre de la confirmation de leur inscription pour l'acquisition de ces logements. Alors, Monsieur le ministre, mais dans ce genre d'opération, l'inquiétude des populations se situe souvent au niveau de la transparence. Quelle garantie de transparence pouvez-vous donner donc concernant cette opération? Nous avons dit que dans ce genre d'opération, nous allons opérer une rupture par rapport aux pratiques passées. Toutes les opérations d'attribution se feront dans la transparence, l'équité et l'égalité des souscripteurs. Ce sera des opérations publiques. Nous allons nous entourer des conditions juridiques nécessaires, notamment la présence d'un huissier. Les listes seront affichées, etc., etc. Donc je voudrais rassurer les populations que ces opérations se feront dans la plus grande transparence. Mais je veux dire qu'il y aura d'autres phases. C'est-à-dire que dès que les logements sont prêts, nous procédons à des opérations d'attribution par tirage au sort sur la base de ceux qui remplissent les conditions et qui s'engagent à adhérer à l'opération.
Alors, cette première phase des attributions va se dérouler à Basenko. Et c'est un site où des habitants déplorent déjà un manque d'infrastructures telles que les routes. Est-ce que vous avez tiré les enseignements du passé avant donc d'amorcer cette nouvelle phase des attributions? Bien, l'un des engagements que le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, a pris dans son programme, c'est la viabilisation des sites, des quartiers et des sites de logement. Vous avez constaté dans le reportage, nous avons effectivement des opérations d'aménagement de voiries, des opérations de construction de caniveaux. Il y a également des aspects liés à l'adduction d'eau, à l'électrification. Tous ces éléments ont été pris en compte, tirant donc les leçons de ce que nous avons vu dans le passé. Nous voulons créer de véritables pôles urbains fonctionnels. Fonctionnels, c'est-à-dire avec tous les équipements, d'abord avec les éléments de viabilisation, mais aussi avec un certain nombre d'équipements publics, les espaces verts, les écoles, les centres de santé, les marchés, etc., etc., et faire en sorte que, avec la contribution des collectivités locales qui seront donc chargées d'administrer ces pôles urbains, que les dérives et le désordre que nous avons constitués dans l'occupation de l'espace urbain dans des centres comme Ouagadougou ne se répètent plus dans des pôles urbains comme Basenko. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour tous ces éléments d'information. C'est moi qui vous remercie. Voilà, je rappelle donc que le ministre Maurice Dieudonné Bonane était sur notre plateau pour parler de la première phase d'attribution des logements dans le cadre du programme 40 000 logements du gouvernement burkinabé. Dans la suite de ce journal, c'est également parti pour la concrétisation du programme 2018 de la composante eau et assainissement du plan national de développement économique et social. Le lancement des travaux est intervenu hier à Tansablgo, dans la commune rurale de Koubri. Le coût global de ce programme est de 86 milliards de francs CFA. Césaire Carrefour, Bouma Ernest Nibi. C'est ici à Tansablgo, un village de la commune rurale de Koubri, que le gouvernement a lancé officiellement le programme 2018 du volet eau et assainissement du PNDS. Ce programme, qui prévoit plusieurs réalisations au profit des populations des villes et campagnes du Burkina, coûte 90 milliards de francs CFA. En matière de forage, cette année, on envisage de réaliser 1539 forages. Bon, au niveau des barrages neufs, on va en réaliser 3 pour un coût de 2 milliards 200 millions. Au niveau des latrines, nous allons en faire 249, c'est-à-dire les latrines dans les écoles, les latrines dans les centres de santé, etc., etc. Au niveau des latrines familiales, il est prévu 28 000 latrines familiales. Un ambitieux programme dont la mise en œuvre réussie, selon le ministre d'État Simon Compaoré, nécessite la contribution et la compréhension de tous. On peut dire que c'est trop ambitieux, mais c'est parce qu'on est ambitieux que nous arrivons aussi à faire bouger les lignes. Comme vous voyez, nous sommes venus avec des partenaires techniques et financiers, notamment l'Union européenne, et nous comptons bien sur d'autres amis qui, dans notre lancée, dans notre volonté à faire bouger les lignes, vont continuer à nous accompagner, mais aussi attirer l'attention des uns et des autres que nous devons contribuer énormément en payant correctement nos impôts, nos taxes, en faisant en sorte qu'il y ait moins de grèves. Chaque jour de grève, nous n'aurons pas suffisamment de ressources nécessaires pour que le ministère de l'eau et de l'assainissement réalise l'entièreté des actions qui sont programmées. À l'issue de la cérémonie de lancement du programme, le ministre d'État Simon Compaoré, le ministre en charge de l'eau et leurs partenaires ont inauguré l'adduction d'eau potable multi-village de Tansablgo et visité des latrines en construction de l'école primaire publique de Kuiti. Des réalisations faites dans le cadre du PNDS. Voilà les actions du gouvernement, justement celles entrant dans le cadre du plan national de développement économique et social, sont saluées par des organisations de la société civile. Celles de la région du Sahel ont organisé dimanche dernier un meeting de soutien aux actions du gouvernement. Les différentes interventions ont surtout porté sur le programme d'urgence pour le Sahel. Des précisions avec Ibrahim Kagoné et Lazare Sanou. Des associations et organisations de la société civile mobilisées pour soutenir l'action du gouvernement.
Les réalisations du programme d'appui au développement des économies locales PADEL et celles du programme d'urgence pour le Sahel sont particulièrement reconnues à cette tribune. Cependant, certains défis restent à relever. Les OSC sont partout interpellés comme ils aiment aussi interpeller. Et de cette interpellation, il y a eu ce cadre d'échange. Et pour quand même dire certaines réalités du terrain qui sont là et que les communautés sont confrontées de jour en jour. Comme dit plus haut, les OSC c'est un contre-pouvoir, mais pas contre le pouvoir. Donc de là, on a saisi cette occasion pour dire quelles sont les préoccupations des jeunes, des femmes et de la région. Les jeunes et femmes réunis pour la circonstance ont tous affiché leur engagement à lutter contre l'insécurité et le terrorisme au Sahel sous toutes ses formes. Des actions qui s'inscrivent dans le programme du président du Faso. Leur engagement à lutter contre l'extrémisme violent, le fait de prendre la parole publiquement pour se prononcer face à ce phénomène, nous savons d'ores et déjà que nous avons des acteurs qui sont prêts pour accompagner, pour que le Burkina Faso puisse investir dans le développement, dans la concrétisation du programme du président qui est le PNDS. Les préoccupations des Sahéliens sont reconnues légitimes. Promesse a été faite de les transmettre fidèlement à qui de droit. Les initiatives du gouvernement sont également constatées dans le domaine de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Et parmi ces initiatives, il y a celle dénommée Priorité Résilience Pays, mise en œuvre par le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des programmes PRP se sont retrouvés hier à Kourgou pour une concertation sur le suivi de ces programmes. Le reportage de Gérard Sobé et Kadi Sanogo. Les crises alimentaires et nutritionnelles restent une préoccupation majeure en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Pour y faire face, l'ensemble des parties prenantes de la sécurité alimentaire, dont le Burkina Faso, ont mis en place à Bruxelles en 2012 l'Alliance globale pour l'initiative Résilience ou Agir. Une initiative qui vise à lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. C'est dans cette dynamique que le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire organise cet atelier de concertation avec les acteurs de mise en œuvre des priorités résilience pays PRP. Objectif, mettre en place un mécanisme efficace de suivi des projets et programmes des PRP Agir pour une meilleure capitalisation des acquis. Le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire a pour mission principale de coordonner la mise en œuvre, bien sûr, des priorités résilience pays du Burkina Faso. Le secrétariat est chargé en fait de capitaliser pour pouvoir faire le point et dire bon, par rapport au pilier des priorités résilience pays, voilà ce qui est fait, voilà ce qui reste à faire. Nous avons eu à faire quand même un travail préalable qui nous a permis de savoir que en fait l'État et ses différents partenaires ont mobilisé plus de 140% pour la mise en œuvre des PRP Agir du Burkina. Au cours de cette rencontre qui va durer 4 jours, les participants vont amender les résultats de la collecte des données, définir un mécanisme de suivi des actions du programme et élaborer une feuille de route. La lutte contre l'insécurité alimentaire peut également passer par la lutte contre les changements climatiques. Des femmes l'ont compris et se sont engagées à lutter contre les effets de ces changements climatiques. Malheureusement, elles se heurtent à des difficultés, d'où ce plaidoyer à l'endroit des responsables communaux en vue d'engranger plus de résultats. Alidou Badzini, Nathalie Sawadou, Nabaloum. 200 femmes de 5 villages du plateau central face aux maires de Zignaré et de Zitenga. Elles mènent ici un plaidoyer auprès de ces élus locaux afin qu'ils les aident à s'adapter aux effets du changement climatique. À cet effet, des préoccupations majeures ont été livrées. Ce sont les différentes difficultés qu'on rencontre dans nos vies quotidiennes de chaque jour, surtout les déchets plastiques et l'utilisation des pesticides dans les champs, les ramassages de sable dans nos rues
Et dans nos champs, on n'a pas accès à la terre. Les maires ont loué l'initiative des femmes de se regrouper ensemble pour réfléchir face à ces difficultés. Ils se disent prêts à les accompagner dans cette lutte. Nous avons dit, le maire et moi, le collègue, qu'ensemble, nous allons travailler de concert avec nos conseils municipaux pour voir qu'est-ce qui peut être fait, mais aussi demander leur implication effective. Parce que nous ne pouvons pas résoudre ces problématiques soulevées par les femmes sans elles. C'est ensemble que nous allons travailler à être plus résilients, que nous allons travailler à réduire les effets des changements climatiques. L'ONG APIL, dans le cadre de son projet de renforcement de la participation des femmes dans la gestion durable des terres, accompagne ces femmes il y a de cela 1 an. 25 millions de francs CFA ont été déjà mis à profit pour renforcer leur capacité sur la résilience climatique. C'est une joie pour nous parce que notre souci, c'est de trouver des solutions, des réponses de proximité, des réponses qui soient effectivement à même de changer la vie de ces femmes dans les villages. La première phase du projet arrive à terme et pour le coordonnateur, il sera question d'évaluer le parcours effectué et prendre en compte les préoccupations pour en faire un plan d'action. Un plan d'action qui va prendre en compte ces 200 femmes afin de les amener à partager leur savoir-faire avec d'autres femmes dans d'autres localités. Autre point de l'actualité, et je vous invite à découvrir cette facilité offerte par les technologies de l'information et de la communication. Il s'agit d'une nouvelle application qui permet aux populations des grandes villes de localiser des endroits et des produits et d'y accéder sans difficulté. Cette application est la trouvaille d'un Burkinabé que nous découvrons dans ce téléma signé Adama Giti et Zoubavier David Dabiri. Comment repérer la pharmacie la plus proche de chez soi, s'assurer de la disponibilité des produits que l'on veut et s'y rendre grâce à la géolocalisation? Si ces questions taraudaient hier encore les esprits, aujourd'hui elles sont en passe de trouver réponse avec l'application MP-Cash. La trouvaille se veut novatrice selon son concepteur Madi Cabré, en ce qu'elle intègre plusieurs subtilités à même d'atténuer les souffrances de personnes souvent confrontées à la localisation de pharmacies dans les grands centres urbains. Vous avez l'application MP-Cash directement, vous cliquez sur Play Store, vous ouvrez, ça c'est la page d'accueil, vous cliquez ici, vous avez pharmacie, vous pouvez choisir de regarder ou bien de chercher la pharmacie de garde directement. MP-Cash répond à un besoin social selon Madi Cabri. Il est le fruit d'une expérience amère vécue par le marketeur. Ça fait ressortir une histoire. Parce qu'il y a un jeune qui était venu faire son stage ici. Il avait son papa qui était malade à l'hôpital. Je suis parti pour les rendre visite. J'ai constaté qu'ils avaient des ordonnances en main où ils cherchaient à la pharmacie pour pouvoir chercher ces produits. Et vous savez qu'il y a tellement de pharmacies maintenant. Quand j'ai quitté, j'ai vraiment réfléchi. Comment faire pour faciliter ce genre de situation? En plus de faciliter la localisation des pharmacies de proximité, MP-Cash offre d'autres facilités telles le repérage d'un restaurant et la consultation de son menu, les itinéraires les plus courts pour allier les 4 points de Ouagadougou et l'adresse des taxis les plus proches. Vous avez besoin par exemple d'un distributeur de billets. Vous ne savez pas où est le guichet le plus court et qui fonctionne. Voilà, vous cliquez sur distributeur de billets et ça va vous conduire directement sur l'endroit, à la banque la plus proche et si c'est fonctionnel. L'application est gratuitement téléchargeable et répond à un besoin social, insiste son concepteur Madi Cabri. À l'étranger, le référendum au Burundi a manqué de transparence selon les États-Unis. Les observateurs déplorent également des cas de pression sur des médias et les opposants. Les résultats provisoires de ce référendum publié hier lundi donnent plus de possibilités à l'actuel président de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Au Burundi, l'opposition conteste les résultats provisoires du référendum qui pourraient permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. En écoutant le président de la CENI,
On a l'impression que tout est rose. Mais vous savez que depuis l'annonce de ce processus, il y a eu des gens qui ont été menacés, intimidés, voire même terrorisés. Certains ont été emprisonnés et d'autres tués pendant cette campagne. Ils ne disent rien par rapport à ces situations et font croire que tout va bien. Je suis très surpris. Je suis très surpris. Pour bon nombre d'observateurs, ce référendum rend l'équilibre politico-ethnique garanti par l'accord de paix d'Arusha signé en 2000. Cet accord a établi un système de partage du pouvoir entre Hutus et Tutsis pour mettre fin à la guerre civile. L'opposition a 3 jours pour déposer sa requête et la Cour constitutionnelle 8 jours pour proclamer les résultats définitifs. Un rapport de l'ONG Human Rights Watch fait cas de violation des droits de l'homme au Burkina Faso. Les parutions de ce mardi se sont intéressées à ce rapport. Autre sujet qui a retenu l'attention des journaux, c'est la grève des agents du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Voici la revue de presse signée Zubavier David Dabiri. L'ONG américaine de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, ouvre le feu sur l'armée burkinabé. Un feu de récrimination, de condamnation et de dénonciation de méthodes peu catholiques dont la Grande Muette ferait montre dans le Grand Sahel. Dans un communiqué intitulé « Le jour où nous avons peur de l'armée et la nuit des djihadistes », publié par l'Organisation de défense des droits de l'homme et disséqué par l'observateur Palga dans sa lucarne Regard sur l'actualité, la responsable de la zone Sahel de l'organisation accuse l'armée burkinabé d'exécution extrajudiciaire, de mauvais traitements et d'arrestations arbitraires au nom de la lutte contre le terrorisme. Ces propos sont fondés selon Corinne Dufka sur des témoignages de personnes ayant subi les foudres de la Grande Muette, devenue aux yeux de Human Rights Watch un peu trop fébrile face à l'hydre terroriste. Pour le doyen des quotidiens burkinabés, la tentation de ces bavures est d'autant plus forte que les militaires, gendarmes et policiers, accusés à tort ou à raison de ne rien faire pour protéger les populations éprouvées, peuvent vouloir à tout prix exhiber les scalps enturbanés pour au moins donner l'impression que le Sahel est sous contrôle, faisant allusion à la phrase du ministre Vincent Dabelgou que le journal qualifie de malheureuse. Et le journal de mettre en garde, le risque est qu'en voulant faire feu de tout bois, on fasse tomber les innocents sous les balles de leur propre armée et que cela entrave la difficile collaboration entre forces de l'ordre et les populations. Sans oublier, poursuit le journal, que les victimes de ces bavures peuvent rejoindre les groupes terroristes par soif de vengeance. Mais faut-il pour autant jeter l'opprobre sur les armées républicaines qui combattent au Sahel, s'interroge aujourd'hui au Faso. Dans son édito du jour, le journal décrit une atmosphère délétère dans la bande sahélo-saharienne avec en toile de fond un décompte macabre des victimes des forces djihadistes. De 2016 à aujourd'hui, poursuit le journal, le terrorisme a fait des centaines de morts au Burkina Faso et Human Rights Watch ne semble pas situer les responsabilités sur les auteurs de ce chaos. En tout état de cause, selon le journal, quoi qu'on dise, force doit rester à la loi, sinon c'est l'État qui est déculotté, car il n'y a pas de guerre propre et entre bavure et risque de Dien Bien Psum, le choix pour le Burkina ne se discute pas. Du reste, conclut le journal, le ministre en charge de la Défense, Jean-Claude Bouda, dit avoir diligenté une enquête pour faire la lumière sur ces présumées exactions. Autre titre à la une de l'actualité ce mardi, la grève des agents du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Débrayage au ministère de l'Économie, semaine noire pour les régies financières, titre l'observateur Palga, qui constate avec l'agent comptable central du Trésor, Siedou Baro, que le service minimum a été assuré. Tous les quotidiens reviennent sur cette actualité et le moins que l'on puisse dire, c'est que les agissements dans ce ministère, à force de répétition, ont fini par se banaliser au point que les confrères restent plutôt dans le constat que dans l'analyse. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ruth Bini Ouattara vous retrouve à l'édition de 22h30 sur la RTB. Merci de votre fidélité à nos programmes.